Même si ces derniers temps, on annonce la chute de Disney, qui enchaîne les flops, il faut dire la vérité, par exemple, Elio, ça fonctionne pas super bien, il ne faut pas oublier que Disney, c'est plusieurs chefs-d'œuvre comme La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Pocahontas, Blanche-Neige et la liste est archi longue. Walt et Roy Disney, les frères fondateurs, nous ont fait des pépites qu'on ne va jamais arrêter de regarder. On va faire regarder à nos enfants, qui vont faire regarder à leurs enfants, qui vont faire regarder à leurs enfants, comme par exemple Tarzan, tout le monde devrait regarder Tarzan. Et si vous n'avez pas regardé Tarzan, s'il vous plaît, levez la main, dénoncez-vous, parce que honte sur vous. Shame. Shame. Non, pardon, je me suis emportée. Ici, pas de honte sur qui que ce soit, d'accord? Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, donc allez regarder Tarzan. C'est à se demander, mais d'où Disney tient toutes ces merveilleuses idées de films? On va y répondre dans la vidéo du jour, et prépare-toi car les origines de nos princesses préférées sont archi sombres. On est très loin des princes charmants, des citrouilles, des fées, de la magie, des belles robes que Disney nous a vendues depuis des siècles. Jingle. Alors, je vais dire quelque chose. Je trouve que ce film, aussi magnifique qu'on peut penser qu'il soit, c'est une insulte à la mémoire de la véritable Pocahontas parce que oui, elle a vraiment existé. Dans la version de Disney, Pocahontas est une jeune native américaine qui fait la rencontre de John Smith, un colon anglais. Elle lui sauve la vie. Il tombe amoureux. Bref, vous connaissez la chanson. Il y a une grosse bagarre qui éclate entre les Américains et les colons. Le papa de Pocahontas, Powhatan, j'espère que ça se dit comme ça, je suis désolée si c'est pas le cas, chef du village, va interdire à son peuple de parler aux étrangers, comme nos parents nous le disaient, donc on respecte. Sauf que Pocahontas, qui est une ado rebelle, qui a des cœurs dans les yeux, elle désobéit et va rendre visite à John. C'est une sorte de Roméo et Juliette en moins tragique, mais avec du colonialisme pour pimenter tout ça. Leur relation secrète est découverte. Quelqu'un a Pookie. Tout le monde est fâché, il y a encore de la bagarre, mais heureusement, Pocahontas va empêcher une guerre d'éclater. John Smith, son amoureux, donc, est blessé et doit retourner d'où il vient. Il demande à Pocahontas de tout quitter parce qu'ils viennent juste de se rencontrer, donc pourquoi pas faire ça? Elle dit non, enfin une qui réfléchit, QLF, que la famille, et ils se séparent. Mais le papa, chef de la tribu qui il y a 2 jours était anti-colon, alors ma chaise fait trop de bruit, c'est juste horrible. Mais le papa, chef de la tribu qui il y a 2 jours était anti-colon, et il avait raison de l'être, il va dire à John, tu reviens quand tu veux. Le film se conclut avec Pocahontas qui regarde John partir. Que d'émotion. Autant je kiffe le personnage de Pocahontas, autant la réalité n'a rien à voir. Même pas un peu. Même pas un peu. Oh, méchante. Bien folle. Pocahontas est considérée comme une des premières MMEW, Missing and Murder Ingenious Woman. En français, ça donne femme indigène assassinée et disparue. L'histoire de Pocahontas n'a rien de romantique. C'est un drame qu'a vécu une jeune fille. Son nom de naissance était Amonute. Elle portait aussi un second prénom, Motoaka, qui signifie une fleur entre 2 ruisseaux. Amonute avait entre 9 et 10 ans quand elle rencontre John Smith. John Smith n'était pas du tout un prince charmant. Les enfants avaient peur de lui. Il avait la réputation d'entrer dans les villages et de menacer les gens avec son arme pour demander de la nourriture et des ressources. Je ne sais pas comment Disney a pu savoir tout ça et s'est dit, on tient notre homme idéal. Un des objectifs des colons, c'était de kidnapper Amonute, car c'était bel et bien la fille du chef du village, et ils vont mettre leur plan à exécution. À 16 ans, la pauvre Pocahontas se fait kidnapper, et son mari, Kokum, oui, le même Kokum qui est présenté comme le rageux du village dans le dessin animé, se fait tuer par les kidnappeurs de Amonute. Donc les producteurs ont fait du vrai méchant le héros et de la victime le coupable. Ça me sidère, mais ça ne me surprend pas malheureusement. Le plus triste, c'est que Amonute et Kokum venaient juste de se marier. Les colons prennent Amonute, Pocahontas, en promettant qu'elle allait revenir. Pocahontas, qui a perdu son mari, qui doit quitter sa terre natale, doit aussi abandonner son bébé, petit Kokum, qu'elle confie aux femmes de son village. Elle n'a plus rien, elle n'a plus personne, seule et isolée. Elle arrive en Angleterre où elle va subir des violences. Pocahontas va donner naissance à un second fils, Thomas. On va la convertir au christianisme et comme si elle n'avait pas déjà tout perdu, cette fois, on va lui retirer son identité en la rebaptisant Rebecca. Pocahontas, Amonute, qui a bien compris qu'elle n'était qu'un pion politique, voulait juste rentrer chez elle. Ce qui arrivera enfin en 1617. Ou plutôt, devrais-je dire, ce qui devait arriver, car malheureusement, Amonute perd la vie durant le voyage à seulement 21 ans. Sa famille va exiger le retour de son corps, mais John Rolfe, qui apparaît dans Pocahontas 2, va refuser et enterrer Pocahontas dans l'église de Gravesend en Angleterre. J'ai oublié de préciser que John Rolfe était le vrai mari de Pocahontas. En fait, quand elle est arrivée en Angleterre, elle s'est mariée avec John Rolfe. Et c'est avec lui qu'elle a eu son fils Thomas. Le père de Pocahontas en aura le cœur brisé et meurt 1 an après sa fille. Donc maintenant qu'on sait tout ça,
C'est pas abusé ce que Disney en a fait. À quel point ça a été romantisé ou présenté comme une belle histoire alors que Pocahontas a souffert toute sa vie. Comment ils ont pu faire de John Smith son amoureux quand elle le détestait et qu'elle avait peur de lui dans la vraie vie. Même le 2 avec John Rolfe, c'est juste insultant comme je l'ai déjà dit. Ils ont mis des paillettes sur cette tragédie, des fleurs et des chansons, puis voilà, de la représentation qui cause du tort au peuple que c'est censé représenter. Réponse, c'est un de mes Disney préférés. Bon, apprendre la vérité sur ses origines m'a un peu refroidi, mais avant de casser l'ambiance, restons dans le monde des bisounours avec ce que Disney nous a pondu. Réponse est une princesse qui ne sait pas qu'elle est une princesse. Ses parents se marient, ils sont archi contents, tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Sauf qu'il y a une maladie étrange qui cause du tort dans le royaume, et ça finit par toucher la reine. Et comme vous le savez, quand un mal atteint les riches, c'est à ce moment-là qu'en général, on commence à se bouger et qu'on fait tout pour aller éradiquer les pauvres. Donc les gardes ont pour mission de trouver une fleur magique qui, d'après les rumeurs, guérit tout, comme la fleur de Nigel. Le problème, c'est que cette fleur a été cachée par une sorcière parce que c'est son botox. Elle veut garder son précieux pour elle-même. Évidemment, la garde royale finit par la trouver, la fleur, pas la sorcière. La reine est guérie, tout le monde est content. En plus, après ça, elle tombe enceinte et donne naissance à une blonde, alors que personne ne l'est dans leur famille. La sorcière qui, comme Gollum et l'écureuil, je ne sais pas si c'est un écureuil, dites-moi si c'est un écureuil ou pas, dans l'âge de glace, vous savez, il a toujours sa noisette. Je crois que c'est un écureuil. Bref, on va dire Gollum. Elle est comme Gollum. Elle ne lâche pas l'affaire. Elle veut retrouver sa fleur. Et elle se rend compte que les cheveux de Réponse sont magiques. Elle kidnappe Réponse pour l'élever dans une tour impénétrable au milieu de nulle part. Les années passent, Réponse a de super longs cheveux qui sortent de cordes. La vraie magie dans ce film, c'est qu'elle n'a ni mal au dos, ni mal au cou en faisant ça. Et elle ne s'est jamais brûlé les pieds dans sa longueur. Réponse, qui est désormais une adolescente, a un rêve. Elle veut aller en ville assister à une fête. Sa maman, la sorcière, refuse. Nous tape une des meilleures chansons de Disney et s'absente pour apporter un cadeau à Réponse après avoir brisé ses rêves. Et là, entre en scène mon chouchou, Flynn Rider, voleur de nos cœurs et de bijoux. Il est en fuite, les deux passent un deal et vont en ville ensemble. Ils tombent amoureux. Mère Gothel, la sorcière, revient. Évidemment, elle est en colère parce que Réponse n'est pas là. Elle la retrouve, la manipule et c'est le retour au bercail. Flynn la libère et lui offre une nouvelle coupe de cheveux que personne ne lui a demandé, mais c'est pas grave, on lui pardonne parce que c'est Flynn. Réponse, qui apprend enfin qu'elle est la princesse disparue, retrouve ses parents, marie Flynn et tout est bien qui finit bien. Franchement, 10 sur 10, les chansons dans ce film sont dans le top 10, c'est une belle histoire, c'est drôle et les personnages sont topissimes. Il existe deux versions concernant les origines de Réponse, en tout cas deux qui sont connues. Évidemment, on n'a pas de Maximus ou de Pascal ou de Flynn ou de quoi que ce soit d'autre. Dans la première version, qui est plus proche du film que l'autre, la mère de Réponse est enceinte et elle a des envies d'herbe. On ne juge pas, d'accord, ça va? Parce qu'il y a des gens, quand ils sont enceintes, ils mangent de la pierre. Et des gens, quand ils sont enceintes ou pas enceintes, ils mangent un matelas. Donc, on laisse cette pauvre femme et son herbe tranquille. Donc, son mari, qui est un homme capable, va voler les herbes dans le jardin d'une sorcière. Et là, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Comment tu sais qu'une personne est une sorcière, mais tu vas quand même la voler? Genre, tu n'aimes pas vivre? Le mal est fait. La sorcière se fâche. Et ça, c'est normal. Mais elle va décider d'une punition qui est disproportionnée, comme les mamans africaines. Elle dit au roi et à la reine: pour la peine, vous allez me donner votre fille. Quel rapport? Tu me voles des herbes, donc je vais faire du trafic humain. Imaginez si on faisait la même chose. Tu m'as volé mon stylo, tu me donnes ta maison et tous les gens qui vivent dedans. Cette pauvre enfant kidnappée va donc vivre dans une tour, loin de tout et tout le monde, jusqu'au jour où débarque un prince. Ils entament une relation où ils se fréquentent surtout la nuit quand le chat n'est pas là. Résultat, Réponse tombe enceinte et elle ne savait même pas c'est quoi être enceinte. La pauvre, elle a dû se demander pourquoi mon ventre il gonfle tous les jours, tout le temps, alors que je mange pas tant que ça. J'essaie d'imaginer la scène parce que déjà, quand tu sais c'est quoi la grossesse, être enceinte, c'est un concept tellement étrange que je n'aime pas personnellement. Mais alors, quand tu ne connais rien à la situation, la sorcière découvre la grossesse et exile Réponse dans le désert où elle va accoucher toute seule. La sorcière attend le prince, se fait passer pour Réponse. Comme d'habitude, il monte tout content de voir sa chérie, mais la sorcière le pousse et la chute va rendre le prince aveugle à cause des ronces qu'il se prend dans les yeux. Ouais, c'est horrible et on comprend pourquoi Disney ne l'a pas rajouté. Merci, parce que ça aurait pas été... Non, mais en fait, en réalité, regardez, parce que on n'y réfléchit pas, mais les contes des princesses Disney peuvent être carrément des films d'horreur. Et j'arrive pas à croire que personne n'a pensé à le faire. Est-ce qu'ils ont le droit même? Oui, ça me gratte, excusez-moi 2 secondes. Mais est-ce qu'ils ont le droit? Genre, en fait, est-ce que quelqu'un, demain, peut décider de faire une Réponse version film d'horreur? Ou est-ce qu'il faut qu'il demande l'autorisation? Enfin,
Vous savez quoi, je vais faire mes recherches, mais ce serait trop stylé que Titanic soit un film d'horreur, que Réponse soit un film d'horreur, que Cendrillon, bref, que les princesses Disney, on ait des versions films d'horreur. Il y avait un film là, Winnie the Pooh, Winnie l'ourson, version film d'horreur. Et je comprends pas pourquoi on n'en a pas eu d'autres de ce type-là. Ça ferait un superbe sujet, vous imaginez? Le prince va se mettre à errer, triste d'avoir perdu sa réponse, triste d'avoir perdu la vue, et il finit enfin par retrouver Réponse qui verse des larmes qui vont guérir les yeux du prince. Ils vont pouvoir vivre heureux avec leurs enfants. La seconde version, par contre, n'a rien de joyeuse. Dans celle-là, Réponse s'appelle Barbara. Elle est la fille d'un riche païen, Dioscorus. Et Dioscorus était le tortionnaire qui gardait Barbara enfermée dans une tour pour la préserver du monde extérieur. Barbara va trouver une Bible, la lire et se convertir en secret au christianisme. Parce qu'à cette époque, les gens détestaient les chrétiens. Vivre ouvertement sa foi était impensable. Mais elle finit par l'avouer à son père, Dioscorus, qu'elle n'était plus une paillette qu'elle n'était plus une païenne, mais une chrétienne, et très fière de l'être. Mais là, j'ai envie de dire, Barbara, pas toi, pas après tout ce que t'as fait. C'était une erreur monumentale. Parce qu'en fait, Barbara, la pauvre, va se faire torturer, mais elle refuse de rejeter sa religion. Les gens du village se rendent compte que Barbara, il n'y a rien à faire. Tu peux la taper ici, la frapper là, la torturer, essayer de la noyer. Elle ne lâche pas l'affaire. Elle est chrétienne et elle va le rester. Donc, ils se disent, bon, écoutez les gars, on va pas se casser la tête. Il y en a marre d'elle. Venez, on l'exécute. Affaire réglée, voilà. Bye. Barbara, donc le jour de sa condamnation à mort, va appeler son père à l'aide. Il s'approche de la scène. Elle se dit, oh, peut-être il va m'aider. C'est mon papa après tout. Non, il s'approche, il brandit son épée et exécute lui-même sa fille. Je vous avais dit que cette histoire n'était pas du tout joyeuse. Barbara, qui est très inspirante quand même, va inspirer l'histoire de Réponse avec l'idée d'une jeune fille enfermée dans une tour impénétrable pour être coupée du monde extérieur. D'ailleurs, c'est un thème qui revient assez souvent dans plusieurs autres contes où on se rend compte qu'il y a ce fantasme, j'ai envie de dire, de la jeune fille. Pour la préserver, faut la couper absolument du monde. Ah, c'est pas que dans des contes, hein. C'est aussi dans la réalité, malheureusement. Est-ce que vous pensez que c'est la réalité qui a inspiré les contes ou c'est les contes qui ont inspiré la réalité? Dites-moi en commentaire. Et on va conclure avec notre chère Ariel, dont je ne suis pas spécialement fan comparé aux deux autres. La version Disney de la petite princesse, mais oui, Awa, mais oui, de la petite sirène est plus fidèle que ne l'a été Pocahontas ou Réponse. Chez Disney, Ariel est une adolescente qui a des sœurs avec qui elle doit sûrement se bagarrer pour savoir qui va mettre le bikini rouge. Elle veut s'émanciper de l'autorité de son père, comme presque toutes les ados qui sont représentés à la télé ou au cinéma avec El Famoso. Je veux vivre ma vie, d'accord, baba, et claquage de porte au nez. Ariel, son rêve ultime, c'est d'aller sur la terre ferme et d'être près du prince Eric qu'elle a vu une nuit sur un bateau en train de fêter son anniversaire. Elle ne l'a vu qu'une seule fois, mais ça a été marié au premier regard pour elle. Il y a une tempête un jour qui fait chavirer, plutôt un soir, qui fait chavirer le bateau d'Eric. Ariel, qui est présente, lui sauve la vie, pousse la chansonnette parce que pourquoi pas? Pourquoi elle le ferait pas en fait? Qu'est-ce qui l'interdit? Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de chanter? Il avait les mots, m'a rendu accro, je ne savais pas, de Sheriff Aluna, quand on vient juste de sauver la vie de quelqu'un. Bon, moi je chante pas parce que je pense que la personne, elle va vouloir repartir. Donc Ariel, qui a une voix 2 fois plus belle que la mienne, pousse la chansonnette et s'en va pour ne pas que le prince Eric la voie en sirène. Triton, son père, apprend que sa fille est amoureuse d'un humain. Je peux comprendre son dégoût. Vraiment, je te comprends, Triton, sur ce coup-là. Il se fâche car il veut juste protéger sa fille. Et il a raison. Du coup, je suis team Triton parce qu'il est présenté comme le fou des mers alors qu'en réalité... Ça fait tellement sens. C'est Ariel, Ariel, allume ici, allume. Mais Ariel n'est pas d'accord. Et c'est là qu'apparaît Ursula, la mauvaise sorcière des mers, une des méchantes les plus stylées du game. Ariel passe un pacte avec le diable. Ursula va la transformer en humain pour 3 jours en échange de la magnifique voix d'Ariel. C'est simple. Si Ariel reçoit un baiser d'amour, genre le vrai amour qui te donne des papillons dans le ventre et qui te fait rigoler à toutes ses blagues alors que la personne n'est pas si drôle que ça. Donc si elle reçoit un baiser durant les 3 jours, elle sera humaine pour toujours. Sinon, elle redeviendra une sirène et elle appartiendra à Ursula. Ariel, humaine, arrive sur la terre ferme avec ses acolytes Sébastien et Polochon. Eric tombe sur elle, inconsciente, à la plage. Il la ramène au château parce que c'est exactement ce qu'on doit faire quand on trouve une inconnue sur la plage.
Donc on a dit, Eric récupère la petite sirène qui était inconsciente sur la plage, la ramène au château et de là commence leur histoire d'amour. Ursula qui se rend compte que Ariel est sur le point de réussir vient tout saboter. Elle hypnotise Eric et se fait passer pour une humaine appelée Vanessa. Eric est à 2 doigts de l'épouser cette Vanessa, mais ne vous inquiétez pas si vous étiez là en train de vous dire « Mais non, pourquoi ?» Tout est bien qui finit bien. Le mariage n'aura pas lieu. Triton va même aider sa fille. Ariel récupère sa voix. Eric est libéré, délivré. On ne l'hypnotisera plus jamais. Ils s'embrassent, mais c'est trop tard. Ursula n'a pas dit son dernier mot. Elle capture Ariel, mais Eric va venir la tuer. Ursula, pas Ariel, d'accord? Et il va sauver tout le monde. Triton transforme Ariel en humaine et lui donne sa bénédiction pour leur mariage. Ariel va abandonner famille et amis pour un mec qu'elle connaît depuis 3 jours. Maintenant que je suis adulte, je me dis que c'est une dinguerie le message envoyé par ces films. C'est genre, vas-y ma belle, abandonne tout pour un garçon, fais que ta vie ne tourne qu'autour d'un garçon. En fait, je suis en train d'y penser, mais Tarzan aussi, c'est ça... Je me sens trahie. Je me sens trahie par Tarzan. Tarzan aussi, c'est ça. Parce que Jen, elle abandonne tout. Après, Jen, elle est restée avec son papa. Donc ça se défend. Jen, elle était avec son papa. Elle n'était pas toute seule. Elle n'est pas partie comme ça toute seule. Mais après, les gens pourraient dire, ouais, mais le père de Ariel aussi, il peut être présent. Il est toujours là dans la mer. Ok, mais elle fait comment s'il se retrouve sur Terre? Son père, elle ne peut pas venir sur Terre. Mais peut-être qu'il peut la surveiller de loin. Bref, Tarzan, c'est la même chose. Donc, Atlantide, c'est différent. Atlantide, c'est différent. Parce que c'est pas ce genre de message qu'on a. Mais aussi, Atlantide, le personnage principal, c'est un homme. Vous avez vu comment c'est? Quand les personnages principaux, ça garde. Milo, il abandonne tout aussi. Je fais une vidéo sur les trucs Disney. Et Audrey, je découvre tout. Genre, maintenant, là. Milo aussi, il abandonne tout pour... Ah, mais Milo, c'est plus défendable. Attends. Parce que là, ça veut dire que... Ariel, c'est... Vous savez quoi? Disney, en fait, c'est toujours les mêmes histoires. Mais là, en fait, quand je dis c'est défendable, c'est parce que, pour une fois, on voit que c'est un garçon, c'est un homme qui abandonne tout pour aller vivre en Atlantide. Et ça change. Et surtout, comment c'est ramené, c'est pas pareil. C'est différent. Le personnage féminin, vraiment, force de caractère, force d'esprit. Mais je suis juste choquée, là, en fait. C'est vraiment pareil partout. Pas bien Disney. Maintenant, parlons de la version originale, celle de Hans Christian Andersen. Et c'est la première fois que j'arrive à dire un prénom super bien. Applaudissements. Il y a pas mal de similitudes entre les deux. La petite sirène, dans la version originale, a des sœurs, elle n'a pas de mère, elle a une fascination pour la vie terrestre, elle tombe aussi amoureuse d'un prince après l'avoir vu célébrer son anniversaire sur un bateau. Donc, on va se concentrer sur les différences majeures. Dans le conte danois, si la petite sirène décide de devenir humaine, elle le restera toute sa vie. Elle ne pourra plus revenir en mer. En plus de ça, la potion pour devenir humaine va la faire souffrir. Comme si on lui passait une épée dans le corps. Elle aura des pieds d'humain, mais la douleur d'avoir perdu sa queue ne va jamais la quitter. Elle va très bien danser, mais chaque pas sera comme marcher sur un couteau aiguisé et ses pieds vont se mettre à saigner. Waouh! Et si vous pensiez que c'est le pire, attendez la suite du pacte. La petite sirène n'aura une âme que si le prince tombe en amour et l'épouse. Sinon, le premier jour du mariage du prince à une autre femme, la petite sirène va mourir avec le cœur brisé et se dissoudre dans la mer pour devenir de la mousse. En fait, ce pacte, je suis désolée, hein, mais c'était pour abattre l'ennemi. Donc, on va résumer tout ça. La petite sirène va perdre sa voix, va souffrir le martyre avec ses jambes et mourir dissoute si le prince ne l'aime pas. Et elle va dire oui. Elle va être d'accord, vas-y, allons-y, pourquoi pas, ça a l'air tellement fun. La petite sirène nage à la surface, elle boit le poison, pardon, je voulais dire la potion, et s'évanouit de douleur. Le prince la trouve et se dit, ah ouais? Ah bah, elle est jolie cette femme toute nue là. La petite sirène ne peut pas parler, j'ai oublié de le préciser car la sorcière des mers a pris sa voix. Mais elle danse très bien. Yeah! Donc elle danse pour le prince alors qu'elle a horriblement mal. En fait, j'essaie de visualiser la scène. Genre t'es là, tu sais, tu danses, et t'as mal. Tu souffres. C'est comme si quelqu'un prenait un couteau et t'es juste là et tu danses. Et tu saignes, mais tu danses. Et il y a du sang et tu danses. Et genre, comme un moment, le prince il se dit, non mais attends, pause. Elle est pas en train de saigner, la petite, là? Il y a pas quelque chose qui cloche? Je comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai deux doigts d'arrêter cette vidéo.
Malgré le sang, malgré la douleur, les deux deviennent inséparables. Le prince la prend partout avec lui, il lui confie toute sa vie, mais il n'est pas amoureux d'elle. Il finit par marier une autre femme et le mariage royal est célébré sur un bateau de mariage. La petite sirène, qui a le cœur brisé, se dit « ça y est, c'est la fin pour moi ». Sauf que ses sœurs débarquent, lui donnent un couteau qui appartient à la sorcière des mers, parce que si la petite sirène tue le prince avec, elle redeviendra une sirène et mettra fin à ses souffrances. Mais la petite sirène ne peut pas le faire. Elle jette le couteau, se jette aussi par la même occasion et disparaît dans l'eau où son corps devient de la mousse. Mais plot twist, elle ne meurt pas, non. Elle devient un esprit terrestre, lumineux et éthéré, c'est quelque chose de céleste qui a un rapport avec le ciel, une fille de l'air. L'histoire se termine avec la petite sirène qui est accueillie par les autres filles de l'air dans l'atmosphère qui vont lui dire qu'elle est devenue comme ça parce qu'elle a tout fait pour avoir une âme immortelle. Et grâce à son sacrifice, elle pourra recevoir une âme et aller au paradis à la fin de sa vie. Cette version est hard, oui, elle est juste horrible, mais je la préfère à l'autre parce que ça se finit pas en histoire d'amour, mais elle a gagné encore mieux qu'un mec. Elle a gagné le paradis. Même si elle a fait des choses horribles pour un gars, on n'oublie pas. Et c'est ainsi que se conclut notre vidéo sur les origines cachées de nos princesses Disney. Partage en commentaire quel est ton dessin animé Disney préféré et quelle version originale tu trouves la plus horrible. Perso, c'est Pocahontas. Avant de partir, tu likes, tu t'abonnes et tu partages cette vidéo avec toutes les personnes que tu connais et qui méritent d'être heureux dans leur vie parce que c'est ça mes vidéos. Vous rendre heureux, vous rendre moins bête et surtout ouvrir le débat, qu'on discute dans les commentaires, c'est tout ce que je kiffe avec respect et tout. Vous me faites mourir de rire parfois dans vos commentaires. Continuez de le faire. J'espère que moi je vous ferai rire aussi dans mes vidéos. Non. Ah non, parce qu'imagine quelqu'un me dit t'es pas marrante. Oh. Ouais. Bon, si vous me trouvez pas drôle, ne le dites pas, s'il vous plaît. Merci. En attendant la prochaine vidéo, tu prends soin de toi. Bye.